Joe Biden est désormais le 46e président des États-Unis après sa prestation de serment qui a eu lieu hier au Capitole. Dans son discours d'investiture, il a exposé ses priorités en tant que président. Voici les détails sur la cérémonie et le discours. Le nouveau président des États-Unis, Joseph R. Biden. Devant quelques centaines de participants au Capitole, le juge en chef des États-Unis, John Roberts, a fait prêter serment à Joe Biden. Ce dernier a placé sa main gauche sur une Bible alors qu'il levait la main droite et prêtait le serment présidentiel. Et je ferai de mon mieux pour préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis, avec le soutien de Dieu. Félicitations, Monsieur le Président. Biden a regardé vers le National Mall, occupé par un champ de drapeaux, et a prononcé son premier discours en tant que président. Le doyen des candidats à la présidence a salué le plus ancien président en vie. Je remercie mes prédécesseurs des deux partis pour leur présence ici aujourd'hui. Je les remercie du fond du cœur. Et je sais la résilience de notre Constitution et la force de notre nation. Tout comme le président Carter, avec qui je me suis entretenu hier soir, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui, mais que nous saluons pour les services qu'il a rendus tout au long de sa vie. Le président Biden a pris un moment pour saluer la vice-présidente Kamala Harris. Nous nous trouvons ici, regardant le National Mall où le Dr. King a parlé de son rêve. Nous sommes là où il y a 108 ans, lors d'une autre investiture, des milliers de manifestants ont tenté de bloquer les femmes courageuses qui défilaient pour obtenir le droit de vote. Et aujourd'hui, nous avons célébré la prestation de serment de la première femme de l'histoire américaine élue à une fonction nationale, la vice-présidente Kamala Harris. Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas être changées. Biden et Harris ont prononcé un discours lors du programme inaugural de Celebrating America à la fin de la journée d'investiture. Que dit le discours d'investiture de Biden au sujet de son administration? Nous nous sommes entretenus avec le correspondant parlementaire Mark Tapscott pour en savoir plus. Dans le discours lors de sa prestation de serment en tant que président, Biden a souligné les problèmes auxquels le pays est confronté en appelant à l'unité. Pour restaurer l'âme et la sécurité de l'Amérique, il faut bien plus que des mots. Il faut la chose la plus insaisissable dans une démocratie, l'unité. Selon Mark Tapscott, le correspondant parlementaire pour Epoch Times, c'était un discours d'investiture très typique. J'ai été frappé par ce discours dans le sens où il s'agissait d'un discours d'investiture très classique. Il a dit toutes les bonnes choses. Je félicite son rédacteur de discours. Ce sont de grands mots. Selon Tapscott, le plus important, ce ne sont pas les mots, mais les actions que Biden et son administration vont mener. Les grands mots sur l'unification et la construction d'une nouvelle Amérique et d'une nouvelle aube, ainsi de suite. C'est une rhétorique très reaganienne. C'est très bien, mais les mesures qu'il envisage vont mener dans une direction très différente. Selon lui, c'était un bon discours, mais de nos jours, les bons discours ne sont plus aussi importants. Il y avait des passages dans le discours de Biden que Reagan aurait très bien pu prononcer. La différence est que Reagan était crédible en disant ces choses, pour la plupart des Américains. Aujourd'hui, la plupart des Américains n'accordent pas beaucoup d'importance à ce que disent les politiciens de Washington. L'administration Biden va s'appuyer sur de nombreux décrets pour défaire de nombreuses politiques de Trump. Tapscott pense que cela va causer beaucoup de divisions. Je pense que beaucoup de gens vont franchement arrêter d'écouter quand Biden parle de cette unité et de cette grandeur pour l'Amérique. Parce que franchement, ce n'est pas cohérent avec ce que nous pouvons attendre de lui. Selon Tapscott, il est encourageant de savoir que de nombreux Américains croient encore largement en une baisse des impôts, un petit gouvernement, des frontières fortes et une position ferme contre la Chine. Il se tourne vers les courses au Congrès de 2022 et pense que cette tendance s'y reflètera.
L'investiture de Joe Biden en tant que président marque un changement de politique et de programme par rapport à l'administration Trump. Ce dernier a parlé d'ouvrir l'économie et d'exploiter les ressources énergétiques de la nation, alors que Biden a déclaré que le pays se dirige, je cite, vers un hiver sombre et qu'il souhaite rejoindre l'accord de Paris. Un journaliste international a dressé une liste des différences entre les deux administrations. Le pouvoir exécutif pourrait radicalement changer d'orientation politique, c'est ce qui ressort du discours du président Biden et des déclarations qu'il a faites avant son investiture. Biden a déclaré que ses priorités en tant que président incluent la pandémie, le racisme, la suprématie blanche et la lutte contre les terroristes nationaux qu'il a qualifiés d'émeutiers du Capitole. Alex Newman, président de Liberty Sentinel, donne son point de vue à ce sujet. Quand les Américains pensent au terrorisme, ils pensent aux décapitations, aux bombardements, aux massacres de civils, aux horribles persécutions, le genre de choses que nous avons vues avec l'État islamique et dans les groupes terroristes communistes du monde entier. Et ils ne pensent pas aux imbéciles qui entrent par effraction dans le Capitole, qui brisent des fenêtres, cassent des portes, et qui portent peut-être un panneau pendant un moment. Je pense donc que ce vers quoi ils nous entraînent ici, c'est en fait vers la persécution des dissidents politiques. Le fils de Joe Biden, Hunter, était impliqué dans des sociétés de capitaux chinoises dont certaines avaient des liens étroits avec le régime de Pékin, et Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, a travaillé pour le cabinet d'avocats DLA Piper, qui a été au service du régime chinois. Trump a été ferme avec la Chine, selon Newman, cela risque de changer. Je pense donc qu'ils ont l'intention d'être très tendres envers la Chine. Je pense que l'accord de Paris en est presque le parfait exemple. En pratique, l'accord de Paris démantèle ce qui reste de notre capacité à produire et le transfert à la Chine, n'est-ce pas? Nous savons que si vous faites monter en flèche les prix de l'électricité aux États-Unis, comme ils ont l'intention de le faire, en rejoignant l'accord de Paris, nous savons que cela va rendre les entreprises américaines non compétitives, et cela va déplacer vers la Chine la capacité de production qu'il nous reste. Trump a déclaré que mieux nous comprenons la maladie causée par le virus du PCC, plus il y a de chances d'ouvrir le pays. Cela contraste avec la déclaration de Biden qui dit que le pays se dirige vers un hiver sombre. Le président Trump a quitté la Maison-Blanche tôt mercredi pour se rendre en Floride. Il a exprimé ses dernières déclarations à la base militaire d'Andrews dans le Maryland. Trump est arrivé à la base militaire d'Andrews dans le Maryland dans un hélicoptère Marine One avant d'embarquer à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Donald et Melania Trump ont déclaré que servir en tant que président et première dame était leur plus grand honneur. Il a déclaré que son administration a travaillé sans relâche et a comparé son équipe aux athlètes qui ont tout laissé sur le terrain. Il a remercié ses sympathisants, sa famille, ses amis et son équipe. Vous êtes des gens extraordinaires. C'est un grand pays. C'est mon plus grand honneur et privilège d'avoir été votre président. Conformément à la tradition, le président Trump a laissé une note à son successeur, mais les détails de cette note sont inconnus. Trump a mis en avant les réalisations de son administration et a promis qu'il défendrait toujours le peuple américain. Je me battrai toujours pour vous. Je veillerai, je serai à l'écoute. Le président Trump a déclaré que l'avenir du pays n'avait jamais été aussi prometteur et a souhaité bonne chance et succès à la nouvelle administration. Il a déclaré que celle-ci avait les bases nécessaires pour faire des choses remarquables. Faisant référence à l'économie américaine, Trump a déclaré au public, je cite, « Vous allez voir des chiffres incroyables arriver si Biden maintient la politique intacte ». Il a dit à ses partisans de rester attentifs à la situation à venir. C'est juste un au revoir. Nous vous aimons. Nous reviendrons sous une forme ou une autre. On ignore encore la forme que prendra son retour, mais pour l'heure, il est arrivé à sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Donald Trump a donc pris place dans sa résidence permanente en Floride. Il a été chaleureusement accueilli par une foule de partisans qui a fait des kilomètres pour cela. Voyez ce reportage à West Palm Beach. Comme vous pouvez le voir, l'enthousiasme est toujours présent ici. Je me trouve donc à West Palm Beach, à 5 minutes de la résidence permanente de Donald Trump. La foule s'est un peu dispersée à cette heure-ci parce que des gens commencent à rentrer chez eux. Mais plus tôt dans la journée, ces trottoirs étaient remplis de sympathisants de Trump, venus spécialement pour l'accueillir chez lui, ici en Floride. Ce que vous voyez ici, et c'est ce qu'on voyait habituellement lorsqu'on venait en ville, il y avait toujours des gens comme aujourd'hui.
Beaucoup de personnes ont dit qu'elles étaient là parce que c'est leur façon de montrer leur dévouement et leur soutien à Trump, et je crois que c'est exactement ce qu'il a ressenti lorsqu'il est passé. Lui et Melania avaient un grand sourire, on pouvait voir qu'ils étaient très touchés par les marques de soutien de tous ces gens. On lui dit un grand merci qui vient du fond du cœur. Nous l'aimons et nous l'apprécions. Il a un véritable amour pour l'Amérique. Cela ne disparaîtra pas. Je veux que Trump ressente tout l'amour que nous avons pour lui. Pas seulement ici à Palm Beach, mais aussi dans tout le pays. Nous sommes environ 80 millions à lui avoir donné notre confiance à lui et au mouvement MAGA. Et cela ne va pas disparaître aujourd'hui. À de multiples reprises, Donald Trump a déclaré que ce n'était que le début du mouvement MAGA. Nous ne savons pas exactement ce que cela veut dire. Certains ici pensent que c'est parce qu'il sera à nouveau candidat en 2024. Je pense qu'il va continuer à révéler la corruption, les mensonges et la tricherie qui, je pense, existent depuis bien longtemps. La seule chose que j'attends de savoir, c'est si Trump va se présenter en tant que républicain ou s'il va créer un troisième parti. Quoi qu'il fasse, nous serons derrière lui. Il semble que maintenant nous sommes dans une sorte de jeu de patience avant de savoir ce qu'il entend par « ce n'est que le début ». Dans les prochains jours, semaines, mois ou même années, avant de savoir ce que Trump envisage de faire et comment il compte poursuivre ce mouvement qui a pris de l'ampleur au cours des 4 dernières années. Nous étions en direct de West Palm Beach. Peu de temps avant que Joe Biden ne prenne ses fonctions, le président Trump a gracié 73 personnes et allégé les peines pour 70 autres personnes. C'est l'une des dernières décisions qu'il a prises dans le bureau ovale. Steve Bannon et le rappeur Lil Wayne ont bénéficié d'une grâce totale. La liste des 73 grâces présidentielles et des 70 commutations de peine ont été publiées sur le site officiel de la Maison-Blanche. Le pouvoir de gracier s'applique aux crimes fédéraux et constitue l'un des pouvoirs les plus étendus dont dispose le président. Les autres branches du gouvernement ne peuvent pas annuler cette décision. Bannon a été accusé de fraude liée à la collecte de fonds pour un projet privé de murs frontaliers. Son procès devait avoir lieu en mai de cette année. Le rappeur Lil Wayne a été condamné au niveau fédéral pour possession d'armes, selon une annonce de la Maison-Blanche. Il a depuis fait preuve de générosité en s'engageant auprès de diverses organisations caritatives, notamment en faisant des dons à des hôpitaux pour la recherche et à de nombreuses banques alimentaires. D'autres personnes ont bénéficié de commutations ou de substitutions de peine, notamment le rappeur Kodak Black et l'ancien maire de Détroit, tous deux ayant reçu le soutien de chefs religieux et communautaires. Cependant, le président Trump ne s'est pas auto-gracié pour les accusations qui sont portées contre lui, ni pour celles portées contre les membres de sa famille ou contre son avocat Rudy Giuliani. Le président Trump a quitté ses fonctions mercredi, mais juste avant, une de ses dernières actions en tant que président a porté sur les menaces de cyberattaques. Lors de sa dernière journée à la Maison-Blanche, le président Trump a signé un décret au sujet des cyberattaques contre les États-Unis qui utilisent des produits informatiques en nuage, c'est-à-dire en passant par les fournisseurs d'accès. L'arrêté demande au ministère du Commerce d'élaborer une réglementation exigeant des entreprises américaines de cloud computing d'identifier les utilisateurs étrangers. Le service informatique United States Infrastructure as a Service, ou IaaS, permet aux gens d'exécuter des logiciels et de stocker des données. Cependant, les cyberattaqueurs étrangers sont également capables de voler la propriété intellectuelle et les données sensibles des États-Unis en utilisant cette infrastructure sensible. Le décret autorise le département du commerce à interdire les comptes dont on découvre qu'ils ont permis à des cyberattaques d'utiliser les produits IaaS. Le président Trump a déclaré, je cite, « Ce décret donne le pouvoir d'imposer des obligations de tenue de registre en ce qui concerne les transactions étrangères. Ce décret intervient à un moment où les cyberattaques constituent une menace croissante pour l'infrastructure du gouvernement américain. Fin 2020, un cyberpiratage massif du système SolarWinds a touché de nombreuses agences du gouvernement. Le régime chinois impose de nouvelles sanctions aux responsables de l'administration Trump, parmi eux l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo qui a dénoncé les violations des droits de l'homme commises par le régime. Le ministère des Affaires étrangères du Parti communiste chinois va imposer des sanctions contre l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et d'autres figures de l'administration Trump. Cette mesure de rétorsion intervient un jour après que Pompeo ait déclaré que la répression du PCC contre les musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang était un génocide. Le choix de Biden pour le poste de secrétaire d'État, Anthony Blinken, a déclaré mardi lors d'une audition au Sénat qu'il était d'accord avec cette désignation. La répression du PCC contre les Ouïghours
a suscité la condamnation internationale. Elle est perpétrée par un réseau de camps de détention et un système de surveillance de masse. Un porte-parole du PCC a défendu les sanctions contre Pompeo et 27 autres personnes en affirmant qu'elles avaient entrepris, je cite, des actions folles, endommageant les relations sino-américaines et blessant le peuple chinois. Les fonctionnaires américains visés et les membres de leur famille immédiate se verront interdire l'entrée en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. La sanction interdit également aux entreprises qui leur sont affiliées de faire affaire avec la Chine. Le président Trump a travaillé en lien étroit avec le département des Finances pour contrer la menace chinoise, mais comment ce département va-t-il désormais évoluer sous la présidence de Biden et quelles sont les grandes décisions liées à la Chine qui attendent la prochaine secrétaire des Finances? Un des postes du gouvernement qui pèse lourd sur le choix de la politique américaine avec la Chine est celui de secrétaire des Finances. Le président Biden a choisi Janet Yellen pour ce poste. L'ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine aura d'importantes décisions à prendre, notamment sur la poursuite ou non de la politique du président Trump sur les tarifs et les sanctions contre la Chine communiste et sur les risques de sécurité nationale posés par les entreprises technologiques chinoises. La Chine est clairement notre concurrent stratégique le plus important. Comme vous l'avez dit, nous devons travailler avec des alliés. Nous devons également renforcer notre économie pour être concurrentiels. Nous devons nous attaquer aux pratiques abusives, déloyales et illégales de la Chine. Nous sommes prêts à utiliser tous les outils pour procéder. Bien sûr, il est important à terme de travailler avec nos alliés. En qualifiant la Chine de concurrent stratégique, Yellen se fait l'écho d'autres membres du gouvernement et elle est en accord avec ses précédentes critiques pour ce qui a souvent été appelé l'approche unilatérale de Trump vis-à-vis de la Chine. Cela fait surtout référence à la guerre commerciale. Le président Trump a fait flamber les taxes sur les importations chinoises afin de punir un régime qui a des pratiques commerciales trompeuses et abusives. Yellen a été l'une des voix qui a critiqué la guerre commerciale menée par Trump contre la Chine. Mais ni elle ni le président Biden n'ont confirmé la levée des taxes. Ils ont été assez vagues sur les nouvelles mesures qu'ils envisagent pour contrer les menaces de la Chine communiste en remplacement de la politique de Trump. Ce dernier s'est énormément appuyé sur les sanctions du département des Finances pour punir les cadres officiels du PCC liés à des abus des droits de l'homme. On ne sait pas si Yellen continuera cette approche. Si elle est confirmée comme secrétaire des Finances, Yellen devra aussi décider du sort des compagnies tech chinoises. Le président Trump avait envisagé de bannir TikTok et d'autres applications chinoises car elles posent des risques de sécurité pour les données des Américains. Toutes les compagnies chinoises sont obligées, selon leurs lois, de partager des renseignements avec le PCC. Yellen avait déjà évoqué les risques liés à une séparation technologique entre les États-Unis et la Chine. Elle avait affirmé que cette rivalité pourrait gêner le progrès technologique puisqu'il empêcherait les deux pays d'apprendre l'un de l'autre, dit-elle. De plus, Yellen supervisera le CFIUS, qui est une agence gouvernementale en charge d'évaluer si des investissements étrangers posent un risque de sécurité nationale. Des collègues affirment que la Chine a trouvé des failles à la fois dans le processus de CFIUS et dans le régime de contrôle des exportations. Et elle exploite ces deux failles au détriment de la sécurité nationale des États-Unis. Au cours des dernières années, l'agence a renforcé sa surveillance des investissements chinois. Elle a interdit aux sociétés chinoises suspectes d'acquérir des entreprises américaines possédant de grandes quantités de données sensibles sur les utilisateurs. La nouvelle secrétaire continuera-t-elle à mettre la pression sur le PCC ou changera-t-elle de direction? C'est la grande inconnue à ce jour. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.